Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes à notre webconférence. Donc avec Cyril, nous allons vous révéler que la protection sociale globale peut devenir un atout clé pour votre politique RH. Donc notre intervention durera environ 45 minutes et dans un premier temps, Cyril va vous expliquer comment fonctionne la salle. Bonjour, tout à fait. Donc avant de commencer, on va vous expliquer le fonctionnement de la salle. Donc sur votre droite, vous allez trouver un chat sur lequel vous pouvez interagir, poser vos questions auxquelles on répondra donc à la fin de cette présentation. À noter que vous avez un premier bouton qui vous permet de commenter la webconférence. Donc un second pour contacter un conseiller. Donc si vous souhaitez être rappelé, avoir un suivi à ce niveau-là. Et le troisième qui vous permet de télécharger cette présentation qui sera mise à votre disposition. Fritz, tu peux Oui, reprendre la merci suite. Cyril. Merci. Donc, nous allons maintenant nous présenter. Donc, moi, je suis Fritz Koum, conseiller pro et entreprise chez Aesio depuis depuis plus de 3 ans, donc bientôt 4 ans, et je suis sur le secteur du 92 et du 93. Cyril? Voilà, moi, je suis Cyril Lemar, donc je suis conseiller pro TPE PME sur le secteur des Yvelines et je suis chez Aesio depuis 3 ans. Super. Donc, vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas, mais elle sera bien présente, elle est là pour animer le chat et puis pour lancer les différents sondages. Notre collègue Sophie Toulouzet, conseiller pro et entreprise. Cyril, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur Aesio Mutuel? Tout à fait. Donc Aesio Mutuel, nous, donc on est mutualiste, on veut, on a pour nous pour objectif le mieux vivre pour chaque personne. Donc on a vraiment cette essence mutualiste et ces valeurs de solidarité, de liberté, de démocratie. Quelques chiffres. Donc 2,5 millions d'adhérents, 260 agences partout en France. Donc ça c'est important, hein. Si vous aimez le contact, faut pas hésiter à venir nous voir. 41 000 entreprises adhérentes, donc ils nous font confiance. 450 experts sur tout le territoire, donc pareil, hein, pour vous accompagner, pour vous suivre, vous conseiller. Et aussi, chose très importante, il y a 95% de nos adhérents qui considèrent Aesio Mutuel comme un organisme de confiance. Donc, avant tout, nous souhaitons mieux vous connaître. Donc, Sophie, tu peux lancer le premier sondage. Donc, quelle est votre situation? Vous avez 1 minute pour y répondre. Donc, en préambule, quelques chiffres. Donc, on voit que donc par rapport au sujet global, hein, comment la protection sociale peut devenir un atout clé dans votre politique RH, on voit que 61% des recrutements sont jugés difficiles par l'employeur. Donc, et ça, c'est un chiffre qui est en constante augmentation. Donc, c'est une difficulté qui devient de plus en plus accrue. 58% des entreprises ont du mal à recruter euh, des cadres et jugent la démarche difficile. Et il y a malheureusement 26% des entreprises qui ont été obligées d'abandonner leur process de recrutement. Donc ça, c'est un vrai sujet. On va voir dans la slide d'après, un peu plus dans le détail les motifs des difficultés. Donc on voit qu'il y a un nombre insuffisant de candidats. Donc ça, c'est le premier motif. Ensuite, il y a les profils, etc. Donc, par rapport à ces sujets-là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la protection sociale peut nous permettre de nous différencier et donc jouer un rôle dans votre politique RH sur plusieurs volets. Donc fidéliser les salariés déjà présents, donc ça c'est important, hein. On a des talents, on a des gens qui sont intégrés dans la structure. Comment faire pour les garder, pour ne pas qu'ils soient attirés ailleurs? Améliorer l'image de l'entreprise, donc ça c'est pareil. Via l'image de l'entreprise, on fidélise et on amène aussi des personnes et on donne envie de s'investir dans la structure, augmenter la motivation. Et donc, c'est aussi, comme je l'ai dit auparavant, un levier de recrutement pour les nouveaux talents. Donc, Fritz, je vais te laisser la main pour le sommaire. Donc, écoute, merci Cyril. Mais avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, déjà, nous avons les retours du premier sondage. Donc, les dirigeants, 7%, les travailleurs indépendants, 7%, comptables, 7%, les ressources humaines, donc nous avons 47% et autres, 33%. Merci d'avoir répondu à ce premier sondage.
Donc le sommaire sera le suivant. Nous allons mettre en avant donc trois différents thèmes qui sont donc la santé, dans un premier temps avec comme thème une obligation pour l'entreprise ou un avantage à valoriser. Ensuite, donc la prévoyance, le rôle clé de la prévoyance. Et pour finir, l'épargne retraite, un impact les impacts et différents impacts de la loi partage de la valeur. Donc, comme je vous l'ai dit, en premier item, nous allons voir donc la santé, une obligation pour l'entreprise ou un avantage à valoriser. Ce qu'il faut noter en préambule, donc comme Cyril l'a dit, il y a des chiffres clés. Donc les chiffres clés sont les suivants. Donc aujourd'hui, 96% euh, des salariés ont accès à une complémentaire santé d'entreprise. Et cela est donc la résultante de la réforme de 2016 qui a généré en fait un très fort dynamisme euh, dans le cadre des dialogues sociaux, du dialogue social des différentes branches professionnelles. Donc aujourd'hui, plus de 3,5 millions de salariés sont quand même encore non couverts par les branches, mais ce qu'il faut noter, c'est qu'un grand nombre de salariés sont quand même couverts dans des conditions qui sont parfaitement homogènes. En parlant donc d'obligations, quelles sont les obligations pour l'employeur? Donc l'obligation numéro une, c'est tout simplement de mettre en place une mutuelle collective au sein de son entreprise. Ensuite, il faudrait que le contrat soit responsable. Ensuite, comme autre obligation, c'est le financement. L'employeur a l'obligation de prendre au minimum 50% donc de la cotisation et le reste serait à la charge du salarié. En sachant que, en fonction qu'il y ait ou pas des accords de branche par rapport à certaines conventions collectives, il peut déjà y avoir des obligations qui sont imposées et que l'employeur se doit de respecter au minimum. Voilà. Donc, maintenant, par rapport à tout ce qui est lié à la stratégie d'entreprise et au financement et à la différenciation. Généralement, moi, quand je rencontre des RH, on se pose ensemble la question qui est de savoir comment est-ce que on pourrait valoriser cette obligation. Donc cette obligation, comment est-ce qu'on pourrait la valoriser avec pour objectif prioritaire, c'est de répondre au mieux aux besoins donc des salariés. Répondre au mieux aux besoins des salariés, c'est tenir compte de leur situation familiale, tenir compte de leur situation financière et tenir compte de leur situation professionnelle. Donc, il y a trois leviers qui sont parfois mis en avant, la plupart du temps, qui sont donc la structure donc de l'offre, le financement de l'employeur, donc ne pas forcément se limiter aux 50%, et les différents services associés du contrat qu'il faut absolument mettre en avant pour pouvoir se différencier d'une offre par rapport à une autre. Et donc, dans ce cas, Cyril va vous expliquer un petit peu comment, lui, sur le terrain, il arrive à faire face à ces différentes, comment dirais spécificités liées au financement et à la différenciation. Tout à fait. Donc, par rapport aux différents points qu'a mis en avant Fritz, donc bah, le premier, ça va être bah, la couverture. Donc, quand je vais voir un client, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on met en place une couverture homogène pour tout le monde. Donc, la première solution, c'est de mettre une couverture pour l'ensemble du personnel. Donc, ça a plusieurs avantages. Donc, bah, l'un des premiers, c'est la simplicité administrative. Donc, bah, on a tout pour tout le monde. Donc, voilà, c'est un package et on n'a pas besoin là-dessus d'y revenir. Ensuite, bah, c'est une équité. Ça aussi, c'est un point qui revient souvent. Il y en a qui disent, maintenant, moi, je veux que tout le monde est pareil. Ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Pareil, ça peut être une stratégie. Encore une fois, c'est propre à chaque structure. Troisième chose, c'est une plus grande mutualisation du risque. Donc plutôt de mettre par exemple X personnes sur le collège A, X personnes sur le collège B, on va tout mettre dans la même structure et effectivement, comme ils ont la même couverture, ça mutualise plus. Ensuite, par contre, la deuxième stratégie qui peut être aussi la bonne, hein, encore une fois, c'est de se dire, OK, on va mettre une couverture par catégorie objective. Donc, en règle générale, c'est cadre, non cadre, sauf si la convention collective prévoit d'autres catégories. Donc, plusieurs avantages. Ça permet d'adapter les garanties aux besoins spécifiques bah, des différentes catégories. Et aussi, bah, ça peut être une stratégie. Deuxième chose, ça renforce l'attractivité.
et voilà, je veux attirer plus de talents, je vais peut-être mettre quelque chose un peu plus important et avec une meilleure couverture en place, ça va donner envie aux personnes de venir chez moi et puis aussi, chose que j'ai dite auparavant, de garder les gens qui sont au sein de ma structure, les talents que j'ai et qui ne se fassent pas justement recruter ailleurs parce que j'aurais pas mis les bonnes choses en place. Donc, pour résumer tout ça, la couverture peut être différenciante à plusieurs niveaux. Donc la garantie, on vient de voir, la structure de cotisation et la prise en charge. Donc là, on va passer au deuxième volet. Donc le type de couverture. Donc vous avez le socle. Le socle, c'est la base. La base, ça ne veut pas dire le niveau le plus bas. Ça, c'est à l'entreprise de choisir à quel niveau je vais mettre mon socle. D'accord. Donc ensuite, donc ça c'est, comme je l'ai dit ailleurs, juste avant, c'est à l'employeur de choisir quel est le niveau qu'il va adapter. Ensuite, l'employeur peut mettre en place des options. Donc les options, elles sont souvent facultatives. Donc facultatives, c'est-à-dire à la charge du salarié. Par contre, ça permet au salarié qui a des besoins spécifiques, lui, de se couvrir plus. Donc en pratique, ces options, elles peuvent être portées sur les postes les plus coûteux. Donc, en général, c'est l'optique, le dentaire, l'hospi, les soins, voilà. Et donc, renforcer ces postes spécifiques. Ou alors, ça va être un package et ça va renforcer l'ensemble des garanties. Ça va permettre d'upgrader, en fait, ce qu'on a mis en place à la base. Donc, l'important, c'est d'être bien accompagné et de choisir, en fait, ce qui va correspondre à la structure et aux besoins de vos salariés. Donc ensuite, l'autre item qu'on a vu donc dans le résumé que je donnais juste avant, ça va être le niveau du financement. Donc comme l'a dit Fritz en préambule, donc le financement, c'est minimum 50%. D'accord. Par contre, ça ne veut pas dire que comme le minimum c'est 50%, je suis obligé d'y rester. Ça, c'est encore une fois, c'est en discuter, c'est une question de stratégie. Donc on peut, par exemple, choisir de se différencier. Hormis le cas un peu spécifique où il y a des conventions collectives qui vont nous dire bon ben voilà, il faut faire un plus de 50%, rien ne nous empêche de faire plus. Et à ce moment-là, on devient de plus attractif où on se dit ben voilà, sur cette catégorie-là, je veux être plus attractif. Donc par exemple, d'aller à 60%. Ça peut être une solution. Donc autre point à ne pas négliger, c'est aussi un gros avantage au niveau fiscal pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous allez financer plus au niveau de la mutuelle, vous êtes exonéré de cotisations sociales. Donc ça, c'est un point très important. Donc à un moment donné, pareil, au niveau de votre stratégie, il va se poser la question, est-ce que je préfère passer par un système de primes ou de verser directement de l'argent ou passer par ce système-là sur lequel moi, je vais être exonéré de cotisations sociales. Donc l'important dans tout ça, c'est d'avoir une structure tarifaire personnalisée. D'ailleurs, Fritz, est-ce Oui, que toi, qu'est-ce que oui. tu en penses de ce niveau de personnalisation? Effectivement, oui, oui, merci Cyril. En fait, la structure tarifaire personnalisée, c'est quelque chose de très important dans le cadre d'une stratégie d'entreprise, tout simplement parce que c'est ce qui permettra à l'employeur de pouvoir vraiment se différencier lorsqu'il est en phase, par exemple, de recrutement, lorsqu'il est en phase de fidélisation du salarié, ou lorsqu'il est en phase de, comment dirais-je, de promotion ou de vouloir mettre en avant, comment dirais-je, la situation d'un salarié ou du moins de l'ensemble de leurs salariés. Et donc, cette structure de tarifaire personnalisée, elle est aussi propre, elle peut aussi être propre à la structure de cotisation, du moins, pardon, à la démographie d'une entreprise. Une entreprise où il y a, par exemple, des salariés qui ont beaucoup d'enfants, partir sur une cotisation, une prise en charge de la cotisation globale pour l'employeur peut être un réel atout stratégique et aussi permettre à l'employeur de prendre en considération un besoin bien spécifique de leurs salariés. Voilà. Ok, très bien. Merci pour l'exemple. Donc, par rapport à ce qu'on a vu avant, donc on va continuer maintenant sur les services. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. En plus des garanties, on attend plus de ça. Sur le terrain, on le voit. Les salariés veulent plus que ça. Donc, ils veulent des services qui soient à côté, qui soient disponibles et qui leur facilitent la vie. Donc, pour vous donner quelques exemples. Donc, nous, en tout cas à Ezio, on met en place. Donc, il y a un service de téléconsultation. Ça, c'est vraiment très, très sollicité. Donc aujourd'hui, les gens, ils ont du mal à avoir des rendez-vous chez le médecin. Ils n'ont pas envie d'y aller, de prendre 1 ou 2 heures de leur temps pour y aller. Donc la téléconsultation, un service inclus, ça, franchement, c'est bien et ça a de très bons retours. La dématérialisation.
Donc ça, c'est impératif aujourd'hui. La plupart des gens fonctionnent beaucoup avec des smartphones ou alors avec leur espace. Il faut que ça soit fonctionnel et à disposition très rapidement. Les réseaux de soins, pareil. Donc, j'hésite. Je ne sais pas quel spécialiste aller voir. J'ai envie d'avoir un tarif spécifique parce que je passe par Aesio. Tous ces services-là, vous les avez dans nos réseaux de soins. Troisième chose, des garanties d'assistance. Voilà, je suis en invalidité, il y a des choses que je ne peux pas faire, que je faisais au quotidien, il faut que quelqu'un prenne le relais pour un temps donné, il faut que ce soit mis en place. Et enfin, on l'a mis au centre des services, c'est la prévention. Ça, c'est important pour d'une part parce qu'il y a des obligations au niveau des structures et aussi de la demande. Donc la prévention, on sait la faire de manière globale, on a un service dédié pour ça chez Aesio et on sait la faire aussi de manière plus personnalisé. D'ailleurs, Fritz, est-ce que tu auras un exemple de cette mise en Oui, place avec un oui, oui, de oui, tes oui, clients? effectivement, j'aurais un exemple. Là récemment, j'ai rencontré un de mes clients qui appliquait donc la convention collective donc BET et anciennement appelée Syntec. Donc c'était pour les salariés. Il y avait une nécessité de mettre en place une action de prévention dans cette structure, en sachant que l'intégralité des salariés étaient en fait des salariés sont toujours donc des salariés sédentaires qui utilisaient énormément leur ordinateur. Donc, ce qui a été mis en avant suite à un audit, c'était comment bien se tenir sur son poste de travail. Donc, ça a été très bien accueilli par les salariés parce qu'ils se sont effectivement rendus compte qu'ils n'appliquaient pas forcément tout ce qu'il fallait comme type de posture pour bien se tenir sur leur poste de travail. Et en plus, c'était aussi une façon pour l'employeur de prendre en considération le travail qu'ils faisaient au quotidien et les conforter au quotidien, de les conforter via cette action de prévention. Voilà. Donc ça, c'est un exemple très concret que j'ai pu avoir récemment sur le terrain. Et en plus, il répondait à ses obligations liées à DERP. Et prochainement, nous avons aussi prévu de faire d'autres actions de prévention parce que les salariés sont demandeurs. Voilà. Donc maintenant, dans un second temps, en deuxième partie, nous allons voir donc la prévoyance. Et avant donc de commencer ce deuxième item, Sophie, est-ce que tu pourrais lancer le troisième sondage qui serait est-ce que la prévoyance est généralisée dans votre structure? Donc la prévoyance, le rôle clé de l'entreprise. Donc il y a des chiffres qui parlent par eux-mêmes. Aujourd'hui, il faut savoir que 53% des Français ont déjà été confrontés aux différents aléas, au moins un aléa lié à la prévoyance. Quand on dit aléa lié à la prévoyance, c'est tout ce qui est donc arrêt de travail, invalidité et décès. Donc voilà, ce sont les principaux aléas de la prévoyance. Donc en termes d'arrêt de travail supérieur à 3 mois, il y a quasiment un Français sur trois, un tiers en fait, de la population qui a déjà été confrontée. Ensuite, 18% d'entre eux, du monde de la population, a été confronté à un décès, 14% à une perte d'autonomie, 10% au décès d'un conjoint. Donc ça dénote bien que la prévalence aujourd'hui est, comment dirais-je, quelque chose de très important dans la vie de tout un chacun. Ce qui est aussi à noter, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il existe encore une vraie méconnaissance de la prévoyance collective, parce que on se rend compte que plus de deux tiers des salariés ne connaissent pas réellement ce qu'il y a dans leur contrat et au final, ils pensent que le contrat est une protection sociale pour eux et leurs proches. Ce qu'il faut noter, c'est que 50% d'entre eux n'ont aucune connaissance du fait qu'il y ait des garanties de prévoyance. 32% des cadres aujourd'hui qui sont interrogés déclarent bénéficier donc d'une couverture prévoyance alors qu'elle est obligatoire. Donc ils partent du principe qu'elle est peut-être en place, mais ils ne savent pas qu'elle est obligatoire. Et 57% d'entre les assurés en fait pensent bénéficier donc d'une couverture en cas de décès alors qu'elle est intégrée obligatoirement, par exemple pour les cadres. Ce qui emmène à dire que concrètement, aujourd'hui, au niveau donc, de la prévoyance, il y a différentes obligations. Donc les obligations, quelles sont-elles? Il y en a trois. Donc déjà, il y a trois principaux risques qui doivent être pris en charge. C'est donc l'incapacité de travail, l'invalidité, le décès. Et donc, dans ces comment dirais-je, dans ces différents risques, il faut savoir que la sécurité sociale permet d'avoir, on va dire,
des indemnisations, mais qui se révèlent être très insuffisants, comme le prouvent les chiffres que je vais vous mettre en avant. En cas d'arrêt de travail, il faut savoir que la sécurité sociale va verser 50% du salaire plafonné avec un maximum de 41,47 € par jour. Alors qu'avant, avant le 1er avril 2025, on était à 53,34 € par jour. En cas d'invalidité partielle, 30% du salaire plafonné avec un maximum de 1 177,50 €, ce qui est quand même très peu. Et en cas d'invalidité totale, 50% du salaire plafonné avec un maximum de 1 952,50 €, avec une majoration dès lors qu'il y a une tierce personne à hauteur de 1 288 €. Ce qui est quand même très peu. Il faut savoir que lorsqu'on a une invalidité, on est effectivement dans une situation où on a parfois besoin de refaire tout son habitat, toute son habitation pour pouvoir circuler la façon la plus simple. Et c'est un coût supplémentaire. Et comment dirais-je, cette indemnisation se révèle très faible. En cas de décès, il y a un capital forfaitaire qui est versé à hauteur de 3 977 €, ce qui ne couvre même pas les frais d'obsèques. Donc, ce qu'il faut vraiment noter, c'est que en termes d'obligation aussi, l'employeur a l'obligation de mettre en place un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres, et ce depuis l'ANI, près de l'ANI du 17, pardon, excusez-moi, novembre 17 2017. novembre 2017. Exactement, merci Cyril. Donc, donc cette obligation, elle peut aussi être liée à des conventions collectives où il y a eu des accords de branche et la volonté de mettre en avant des protections prévoyance pour les salariés cadres et aussi pour les salariés non cadres ou pour l'un ou pour l'autre. Voilà. Donc, sinon, dans le reste des cas, c'est totalement facultatif. Ce qui est Voilà. important sur ces chiffres-là, c'est qu'on voit que les prestations, pour résumer, elles sont vraiment très insuffisantes. Surtout, vous voyez, plus vous êtes haut, en fait, et plus au plafonnement va vous impacter. Donc, pour ça, il faut vraiment prévoir une solution qui va permettre de compenser. Donc, la prévoyance. Donc, Fritz, je te laisse reprendre la main pour la réforme. Exactement, effectivement. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une fameuse réforme, donc la réforme du 1er avril 2025. Donc, depuis le 1er avril 2025, il y a eu une baisse considérable en termes d'indemnité journalière. On est passé de 53,30 € à 41,47 €. Il faut savoir que cette baisse a quand même un impact très important c'est un impact tripartite. Il y a l'employeur qui, effectivement, lui, va se retrouver à avoir une hausse du complément de salaire dans le cadre de la loi de mensualisation, qui est une obligation hein, dans le cadre du droit du travail. Le salarié qui, lui, ne bénéficie pas du maintien de salaire va se retrouver avec une forte baisse de son pouvoir d'achat, parce qu'on parle quand même de plus de 12 € de perte par jour. C'est énorme. L'incidence que ça peut avoir, c'est pour l'employeur et pour le salarié une hausse de cotisation des contrats de prévoyance parce qu'effectivement, comme tout le monde le sait, dès lors qu'il y a un recul, dès lors qu'il y a une baisse de prise en charge par la sécurité sociale, malheureusement, les organismes de protection sociale sont obligés d'augmenter les cotisations pour compenser le désengagement de la sécurité sociale. Voilà. Donc, euh, hop. Donc Cyril, si tu peux nous parler un petit peu des différentes couvertures qui sont rencontrées sur le terrain. Alors tout à fait. Donc en fait, il y a deux types de couverture globalement. Donc une couverture à titre individuel ou une couverture à titre collectif. Donc collectif, c'est-à-dire au sein de l'entreprise. Donc comme on l'a vu juste avant, pour pallier donc à la faiblesse des remboursements de la Sécu, c'est exactement ce que j'ai dit juste avant. Donc il est nécessaire de mettre en place ce type de couverture. Donc on va faire le point à savoir quelles sont les solutions les plus intéressantes. Donc soit se couvrir soi-même, ou soit passer par une prévoyance qui a été mise en place par la structure. Donc, sans grande surprise, on voit que c'est la couverture collective qui est le plus avantageuse. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est vous avez de meilleures prestations. Donc, la seconde, et vous allez voir pourquoi juste après, c'est que le coût, il est bien moindre. Enfin, vous avez des formalités médicales et de restrictions qui sont moins importantes. Donc, ça, en plus, ça peut être amplifié par la convention collective. Donc, fonction des conventions collectives, vous allez voir qu'il peut y avoir encore moins de formalités. Donc, ça, c'est important. Et donc, une mutualisation des risques. Donc, forcément, comme c'est au sein de la structure, donc c'est collectif. Donc, les risques sont mutualisés.
et d'où aussi l'impact sur le coût. D'accord. Et enfin, et ça non des moindres, il y a une exonération des cotisations sociales. Donc même au niveau, on en revient, des coûts, ça, il y a aussi cet impact-là. Donc, pareil, donc faut-il prévoir des garanties par catégorie? Donc, même sujet, hein, toujours, il faut vérifier déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que prévoit votre convention collective. Donc, il faut bien être déjà à jour au niveau de votre convention. Donc, savoir est-ce que je suis bien à jour au niveau des garanties item par item, et puis qu'est-ce qu'il prévoit? Est-ce que qu'est-ce qu'il est prévu pour le collège cadre? Qu'est-ce qu'il est prévu pour le collège non cadre? Donc, un exemple. Donc, on va prendre des exemples. Par exemple, pour les cadres, rien ne vous empêche de prévoir des garanties supérieures à ce que prévoit votre convention collective ou vos obligations de base. Donc ça va permettre, par exemple, de fidéliser vos salariés ou d'en attirer d'autres. Donc pour les non-cadres, pareil, là, il va être peut-être, c'est un exemple important de se dire, bon, ok, je veux les protéger, mais il faut que je fasse attention à ce que l'impact coût garanti n'impacte pas trop leur pouvoir d'achat. Donc là, pareil, c'est une stratégie, c'est une réflexion à avoir. Qu'est-ce que je peux mettre pour que tout le monde soit satisfait? L'important dans tout ça, ce sera de pouvoir justifier vos choix auprès du personnel, des représentants, et de leur expliquer pourquoi vous avez choisi cette solution plutôt qu'une autre. Donc, il faut, la clé, encore une fois, c'est de s'adapter à votre démographie. Il faut faire une analyse. Et ça, il ne faut pas hésiter à vous faire accompagner, à demander des conseils. Nous, en tant que professionnels et experts chez AESO, on est là pour ça, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ce type de sujet. Donc, Fritz va nous parler de l'épargne retraite. Donc, je te laisse la main. Merci Cyril. Avant de commencer, donc Sophie va donc nous lancer le dernier sondage. Connaissez-vous donc les différents dispositifs d'épargne retraite pour les entreprises? Donc nous allons rentrer dans la dernière partie de notre webconférence qui ce sera donc l'épargne retraite et les impacts de la loi partage de la valeur. Avant toute chose, déjà, je vais vous expliquer le fonctionnement de la retraite en France. C'est très important. Donc, ce que l'on peut voir sur cette pyramide, c'est qu'il y a trois niveaux, il y a trois étages. Les deux du bas concernent la retraite obligatoire, qui fonctionne, c'est un système de répartition, et donc elle englobe la retraite de base et la retraite complémentaire. En sachant que dans ce système de répartition, en fait, les actifs cotisent actuellement pour les actuels retraités. Et les derniers chiffres qui parlent très bien, en 2022, il y avait quasiment 1,4 cotisants pour un retraité. Ce qui nous amène tout simplement à nous dire qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, il y aura de moins en moins de cotisants, malheureusement, et le nombre de retraités ne cessant d'augmenter, voire de se stabiliser. On va rentrer sur une quasi-balance équivalente. Et pour finir, donc sur cette pyramide, tout en haut, nous avons donc les retraites facultatives, plan d'épargne retraite PER, qui elles sont souscrites individuellement ou pas par l'entreprise. Du moins, c'est soit individuel, soit aussi soit collectif, donc prise par la société. Et c'est un système de capitalisation. Donc on est vraiment sur deux types de formats qui sont différents. L'un, c'est de la répartition et l'autre, c'est un système de capitalisation. Les chiffres clés. Donc les chiffres clés, ils parlent par eux-mêmes. Aujourd'hui, il y a près de 11,2 millions de Français qui détiennent un plan d'épargne retraite pour un encours de 118 milliards d'euros. Ce qui peut paraître énorme, mais quand on regarde en proportion par rapport à ce qui est cotisé de façon globale dans les retraites complémentaires, en fait, ça représente que 5,1% des contributions acquittées au titre de la retraite de façon globale, ce qui est quand même très faible. Ce qui est très faible et qui peut laisser présager quand même que les plans d'épargne retraite peuvent être approvisionnés de façon un peu plus importante. D'autant plus que quand on voit les cotisations annuelles en moyenne qui sont dans les différents supports d'épargne retraite, on se rend compte que par exemple dans le Perrin, en moyenne, il y a 3 400 euros de cotisation, dans le Péréco 2230 euros et dans le Péro 1530 euros, ce qui sont quand même des sommes pas forcément importantes. Donc il y a encore des marges, il y a encore de la marge en fait pour pouvoir approvisionner ce type de support et se constituer son épargne retraite pour la suite.
Ouais, Donc, et je dirais même qu'il y a de la marge aussi, il y a beaucoup de marge pour le système collectif. On voit bien que sûr, bah, ce qui prend le pas, c'est le système individuel, donc qui vont englober aussi les travailleurs non salariés, qui vont aussi être sur un système de Perrin, mais quand même, on voit que bah, à ce niveau-là, les entreprises, les chefs d'entreprise, ils ont un accompagnement à faire et ils ont une marge de manœuvre là-dessus, et il ne faut pas hésiter à mettre les deux pieds dans le plat sur ce sujet. bien sûr, bien sûr. Et d'autant plus que quand on voit en plus, en conclusion de ces chiffres-là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la préparation de sa retraite. C'est plus qu'une nécessité aujourd'hui. La préparation de sa retraite est plus qu'une nécessité parce que on se rend compte que bah, le niveau de vie à la retraite baisse. Et il baisse non pas parce qu'on a moins de charges, mais parce qu'on a des revenus et des pensions qui sont pas forcément à la hauteur de l'inflation actuelle. On se rend compte que le franc constant, bah, il reste stable, mais que l'inflation, elle augmente considérablement. Et avec les petites retraites, malheureusement, des gens se retrouveraient à être en difficulté. Et d'autant plus que à retraite, du moins à cotisation équivalente, les femmes aujourd'hui ont des retraites 40% inférieures à celles des hommes. Donc là, c'est même plus une nécessité, c'est juste une obligation, soit par l'employeur, soit de façon individuelle, de préparer sa retraite au plus tôt pour organiser son avenir. C'est très très important, d'autant plus que les lois ne cessent d'évoluer avec le rallongement de cotisations, le départ à la retraite qui ne fait que se reculer. Donc le temps, il est là, mais il faut pas perdre trop de temps parce que malheureusement, l'échéance arrivera très prochainement. Et donc, comment dirais-je, pour pouvoir faire face à cette situation, il y a différentes solutions que Cyril va nous expliquer de suite. Tout à fait, donc merci Fritz. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, et comme l'a dit Fritz, important de se préparer, de s'y prendre en amont. Plus tôt on s'y prend, moins il y a d'efforts à faire déjà, et plus ça a d'impact. Donc, il y a trois grands plans d'épargne retraite, donc qu'on va diviser en deux groupes. Donc, le premier, ça va être à titre individuel. Donc, le PER, donc plan d'épargne retraite individuel, donc on va appeler plus communément le PERIN. Donc ça, on l'a vu précédemment. Et enfin, les PER d'entreprise, donc il y en a deux. Donc le plan d'épargne retraite d'entreprise collective, donc plus communément appelé PER-école. Donc ce qui est spécifique dans celui-ci, c'est qu'il ouvre à la totalité des salariés. D'accord? Donc quand vous mettez ce système en place, c'est pour tout le monde. Le deuxième qui va s'appeler le PERO, donc plan épargne retraite obligatoire. Donc souvent, quand on me dit obligatoire, oh, c'est obligatoire, je peux plus le modifier, etc. Non, obligatoire, c'est-à-dire avec participation de l'entreprise. Donc, rassurez-vous, ces systèmes-là, bon, on le verra après, sont quand même souples et vous permettent de mettre quelque chose en place, mais voilà, vous n'êtes pas non plus pieds et poings liés, loin de là. Par contre, la spécificité du Perro, ça c'est important, c'est que vous pouvez l'adapter par catégorie. Donc, c'est ce qui est bien vu sur le terrain, c'est qu'on peut mettre quelque chose en place pour, par exemple, les cadres et un autre système en place pour les non-cadres. Ou alors, bah, que pour l'un des deux, d'ailleurs. Oui, je peux me permettre, Thierry. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, ce qui est totalement vrai. Sur le terrain, moi, généralement, ce que je rencontre dans certaines structures, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils ont envie de privilégier ou de mettre en avant les cadres. Et la façon de pouvoir les fidéliser, c'est de mettre en place des plans d'épargne entreprise obligatoires avec une forte participation de l'employeur. Et ça permet aussi de retenir, on va dire, des talents. Des talents, en fait, c'est une vraie stratégie d'entreprise de le mettre en place et de se dire, voilà, c'est une façon de retenir les talents parce que l'entreprise contribue à la constitution de leur retraite pour plus tard. Voilà, Cyril, merci. Tout à fait. Donc, ouais, sans être trop technique, effectivement, ce que disait Fritz, c'est que vous avez cette marge de manœuvre-là, si vous mettez un perro, de plus ou moins l'abonder et de mettre une somme plus ou moins importante, un, pour retenir les talents, comme il a dit, ou deux, bah justement, en faire venir. Donc, le PER, il y a plusieurs avantages. Bah, la première, c'est que c'est souple. Donc ça, je l'ai dit auparavant. Donc c'est souple dans la manière de le constituer. C'est souple aussi, et ça a beaucoup changé dans les cas où on va être obligé de modifier ce qu'on a mis en place, ou voire même dans certains cas, c'est pas ce qu'on veut puisque c'est fait pour la retraite, mais il peut y avoir des cas spécifiques, on a besoin de le débloquer. Et aujourd'hui, bah, on peut le faire. Deuxième chose, c'est que c'est un support rentable. Donc c'est pas juste je mets de l'argent et je le récupère à la retraite. C'est de la capitalisation. Donc c'est censé rapporter de l'argent. Donc il y a des supports
Vous avez aussi des gestionnaires d'actifs qui sont là pour ça, pour choisir les bons supports. Nous, chez ISO, c'est ce qu'on met en avant. Quand moi, je présente un Perro, un Perrin, je montre aussi quelle est la rentabilité de l'année précédente, à 3 ans, à 5 ans. Il faut aller sur les bons supports, il faut bien se faire aiguiller là-dessus. Et enfin, c'est transférable. Donc ça, pareil, ça peut être aussi un frein. Certains disent, certains salariés ils disent oui, mais bon, si on signe ici et puis on ne sait jamais dans la vie si je suis obligé de partir, est-ce que je serais obligé de laisser mon plan d'épargne retraite dans la structure? Non, il peut demander un transfert. Mais et ça, c'est important, on le voit, et statistiquement, c'est une réalité, on a tendance à avoir plus de rétention, si je puis dire, plus d'attache pour un salarié qui a ce type de support dans l'entreprise. Il va moins facilement partir. Il va se poser la question, il va se dire j'ai ça aussi dans l'entreprise et puis bon, je suis obligé de faire un transfert, etc. Ouais, finalement, je préfère rester où je suis puisque finalement, je suis accompagné et j'ai pas mal d'avantages. Donc il faut le savoir. C'est souple, c'est transférable, certes, c'est une réalité, mais ça permet aussi de garder ses équipes en place. Donc pour pouvoir faire un point là-dessus, un petit focus, on va regarder le prochain tableau. Donc, c'est un petit comparatif. Donc, à budget égal, donc vous avez la structure qui dit OK, je vais injecter 1000 euros. D'accord. Donc, vous avez dessus, il faut compter les différentes charges qui vont arriver. Donc, les cotisations sociales, forfait social, CGC, RDS, l'impôt sur le revenu. Il ne faut pas oublier l'impôt sur le revenu. D'accord. Le salarié, il ne va pas juste prendre l'argent, hop, ça arrive et il ne va rien payer. Il y a aussi l'impôt sur le revenu. Donc, 3 supports, donc 3 façons de le faire. Soit via une prime. D'accord, c'est ce que je disais au début. On peut dire je choisis de donner de l'argent. Soit je vais abonder un pérécole, ou soit je vais faire une cotisation patronale sur un péro. Donc là, c'est sans appel. Vous voyez que pour 1000 euros d'injecté sur une prime, le salarié, à la fin, il ne récupère que 350 euros. C'est peanuts par rapport à ce qui est injecté. Enfin, vous allez avoir en face le pérécole. 1000 euros, 900 euros, 903 euros que va récupérer le salarié. Donc là, c'est très bien. Et le Perro, 778 euros. Donc on voit qu'en termes d'impact, en fait, quand vous injectez 1000 euros, il n'y a pas photo entre une prime et un système de PER. Donc là, la vraie question se pose. Quelle va être ma stratégie? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Et comment je vais le restituer et le valoriser auprès de mes salariés? Ce tableau-là, vous pouvez le télécharger, ça peut aussi vous aider. D'ailleurs. Donc, c'est sans appel, réellement. Donc, les avantages d'accompagner les salariés dans la constitution d'une épargne retraite. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, en matière d'épargne retraite, l'entreprise joue un rôle clé. D'ailleurs. Donc, il y a plusieurs items. Donc, vous participez à l'éducation financière du salarié. Donc, vous lui permettez d'aborder ce sujet-là que lui, peut-être à titre individuel, il se dirait, tant pis, on verra le moment venu. Non, là, vous le mettez en face de ses réalités. Vous sensibilisez le salarié sur l'intérêt d'épargner pour sa retraite. Donc, encore une fois, moi, j'ai toujours ce discours-là. Je pense qu'il y en a parmi vous qui l'ont. On peut l'avoir de dire, écoutez, plutôt vous constituez, surtout, par exemple, quand vous recrutez des jeunes, plutôt vous les mettez en face de ce sujet-là, plutôt il sera sensible et moins il aura d'efforts à faire et plus ça aura d'impact. Ensuite, valoriser l'aide de l'entreprise. Ok, moi je fais des actions, je le dis, je le fais et j'explique pourquoi je fais ces choix. Enfin, vous éclairez les salariés sur tout ce qui est caractéristique au niveau fiscal et social. Donc, quel est l'avantage pour lui au niveau fiscal et social? Et vous accompagnez dans les moments clés. Donc, embauche, changement, aléas de la vie. Donc, comme il le disait, vous embauchez, savoir mettre en avant ce que vous avez mis en place. D'accord. Deuxième chose, j'ai un salarié, il progresse dans l'entreprise, il est non cadre, il devient cadre, par exemple, il a accès à un Perro. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Quel avantage pour moi? De savoir lui expliquer. Les aléas de la vie. Ça, c'était lié à la souplesse dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai un enfant, j'ai un décès, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire avec ce support-là? Et enfin, à l'approche de la retraite, c'est l'occasion de refaire un point là-dessus. Voilà, tu as cotisé, aujourd'hui tu peux débloquer de cette manière, tu peux te rapprocher de tel organisme. Donc tout ça, c'est des sujets importants et vous avez un rôle à jouer. Donc, on va aborder le loi de la partage du partage de la valeur. Donc cette loi-là, elle est active depuis le 1er janvier 2025. Donc la loi impose
aux TPE de 11 à 49 salariés en bonne santé financière, de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc en vérité, cette loi-là, elle existe depuis le 23 novembre 2023, mais on a laissé du temps et elle est devenue vraiment effective au 1er janvier 2025. Donc les conditions pour la mettre en place, donc d'avoir un bénéfice net d'au moins 1% du chiffre sur 3 années consécutives. Sinon, vous n'êtes pas concerné. Deuxième chose, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, une des solutions, puisqu'on parle du plan épargne retraite, c'est un pérécole. Pourquoi? Parce que c'est ouvert à tout le monde. Eh bien, dans cette loi-là, il faut ouvrir aux salariés. Donc là, vous ouvrez à tout le monde. Ça peut être une solution. On l'a vu, l'impact que ça a. Il faut y réfléchir. Donc, ça peut être la bonne solution. Pourquoi? Parce que ça a un impact, parce qu'on sait ce que va récupérer. Encore une fois, vous avez le tableau, vous avez accès. À vous d'expliquer et de mettre en avant pourquoi j'ai choisi cette solution plutôt qu'un autre. Et en mettant cette solution-là, vous pouvez mettre en place aussi, enfin, aussi, il faut mettre en place un système d'abondement. Et après, à vous de voir quelle va être vos marges de manœuvre par rapport à ça. Donc, on va arriver à la dernière slide de notre présentation. Donc, valoriser et informer. Donc, ça, c'est important. Toujours la même chose. Moi, j'ai le même discours et je ne change pas. Et c'est important aussi d'avoir cette structure-là. Donc, informer. Donc, il y a des obligations, d'ailleurs. Donc, la remise d'une notice d'information. Donc, quand je mets quelque chose en place, il faut que j'ai cette notice d'information auquel aura accès le salarié. Donc, la mise en place d'un dispositif d'acte juridique. Et puis, au-delà de tout ça, la jurisprudence met en place l'obligation de tout employeur d'informer et de conseiller son salarié. D'accord? Au-delà des obligations, encore une fois, vous pouvez valoriser tout ça. Quand? À l'embauche. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Pourquoi? De quelle manière? Qu'est-ce qui me différencie des autres structures? Parce que je suppose que vous faites un peu de veille, vous savez aussi ce que font les autres. Et puis annuellement, au moment des négociations. Ah oui, je veux une prime, etc. Oui, mais regarde, là, on a mis ça en place, ou on va mettre ça en place. Ça peut être aussi une bonne stratégie au niveau de vos négociations annuelles. Donc ça, il faut y penser. Et encore une fois, penser à l'impact. Ça, c'est tout le temps ce que je mets en avant. Le petit tableau qu'on a vu avant, ça, voilà, il faut savoir l'expliquer. C'est pas simple parce que les gens, ils ont tendance à dire, je veux l'argent tout de suite. Mais des fois, vu ce qu'on injecte et ce qu'on récupère, des fois, il n'y a pas photo quand c'est bien expliqué. Donc, pour terminer, je vais vous faire, on va revenir un peu sur, le Made in Aesio. Donc, nous, la protection sociale Made in Aesio. Donc, l'accompagnement. Donc, je l'ai dit tout au long de la présentation. Mettre en place des choses, c'est bien. Mais pourquoi? Comment? Dans quel objectif? Donc, ça, il faut se faire accompagner. C'est une discussion. C'est aussi une stratégie dans laquelle on va intervenir et vous aider. Pour faire ça, ça passe par un diagnostic personnalisé. Encore une fois, chaque structure est différente. Chaque stratégie est différente. Il faut savoir s'adapter. Et une fois qu'on a sorti tout ça, là, on va sortir les offres en santé, en prévoyance, qui sont adaptées à vos besoins. Donc, Fritz, je te laisse faire la suite. Bien sûr, bien évidemment. Après, il faut aussi savoir que aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir vous amener des solutions d'épargne retraite, comme vous avez pu le voir, en fait, en complément de différentes explications, personnalisées encore, une fois de plus, adaptées aux besoins de l'entreprise et surtout adaptées aux besoins des salariés. Je le répète, notre mission, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une réelle adéquation entre le projet d'entreprise, la stratégie d'entreprise et les salariés. Et tout ce qui est lié aux services donc différenciants, tout ce que l'on peut vous apporter comme service plus, comme Cyril a pu le dire tout à l'heure, concernant donc la téléconsultation pour la santé et autres services. Pour les actions de prévention, pareil, en sachant qu'aujourd'hui, toujours dans le cadre de votre DURP, nous sommes à même de pouvoir vous apporter donc un audit, faire un audit et vous apporter des solutions de prévention sur mesure et tout en sachant que ce sont des éléments très importants dans le cadre d'un renfort, comment dirais-je, un renfort pour la fidélisation des salariés dans votre structure, dans le cadre
de votre DURP aussi, pareil. Donc, nous sommes là pour cela. Parfait. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de notre présentation. Donc, avec Cyril et Sophie, nous tenions donc à vous remercier de votre écoute. Nous allons passer donc au temps d'échange et répondre à vos questions. Donc, nous avons beaucoup parlé, ça on le sait, on l'a vu malheureusement, Tout à fait. ou heureusement. Donc, nous n'aurons peut-être pas la possibilité de répondre à toutes les questions, mais nous ferons au mieux pour répondre au plus de questions possibles. Pour ceux qui souhaitent recevoir des informations de notre part, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous pouvez recevoir un email avec les réponses à vos questions et le replay sera donc à votre disposition ainsi que la présentation de ce jour. Voilà. Et n'oubliez pas que vous avez un bouton en bas donc de la salle si vous souhaitez être contacté. Alors, nous allons passer à la première question. Alors, la première question qui est la suivante. Delphine D. Bonjour. C'est à partir de 60% de prise en charge que l'on est exonéré. Donc, je vais y répondre directement. Non. L'exonération, c'est dès 50% de prise en charge. L'employeur a l'obligation minimale de prendre en charge 50% des cotisations. S'il souhaite aller plus haut, tant mieux pour les salariés et aussi tant mieux pour lui parce que les exonérations seront plus importantes. Voilà, pour répondre à cette première question. Seconde question. S'agissant de la nouvelle obligation issue de la loi de partage de la valeur, est-ce que mon entreprise est obligée d'abonder un pérécole ou est-ce qu'elle peut mettre en place d'autres dispositifs? Alors, je vais y répondre. Donc, par rapport aux différents dispositifs, donc il y a plusieurs solutions. La première, c'est qu'il peut mettre en place un régime de participation et d'intéressement. Ça peut être une solution également. Donc la première. Donc la deuxième, c'est qu'il peut décider de verser une prime de partage de la valeur. Donc ça, également, c'est une solution qui est viable. Et la troisième, pour lier à cette question, on peut mettre en place un pérécole, par exemple. Donc ça peut être un pérécole, un PE, voilà. Mais par contre, effectivement, il faut l'abonder parce que c'est un partage de la valeur. Donc oui, pour répondre à cette question, il faut l'abonder. Merci Cyril. La question suivante. Alors, le Pérou, sortie en rente, est-ce que le Pérou, en fait, il n'y a que les sorties en rente dans le Pérou? Cyril, si tu veux y répondre, si tu veux, j'y réponds, il n'y a pas de souci, c'est comme tu veux. Alors, au niveau du Pérou, oui, la sortie, elle se fait en rente. Ce qui est différent du Perrin, donc le plan épargne retraite individuelle. Dans ce cas de figure-là, vous pouvez sortir en rente ou vous pouvez sortir en cash. Dans le cadre du Pérou, voilà, dans le cadre du Pérou, c'est spécifique, c'est pour la retraite. Donc, pour bénéficier des avantages liés à ça, il faut faire une sortie en rente. Oui, donc pour agrémenter un peu plus ce que Cyril vient de dire, il faut savoir que le Pérou, en fait, quasiment toutes les solutions de plan d'épargne retraite ont la possibilité d'avoir des sorties en rente et en capital. Après, tout dépend de comment est-ce que l'épargne a été constituée. Il faut savoir que dès lors que l'on a un plan d'épargne obligatoire, s'il y a un financement intégral de l'entreprise, la sortie se fera uniquement sous forme de rente. C'est très important. Par contre, s'il y a une participation du salarié, il peut y avoir effectivement la possibilité de sortir en capital. Mais généralement, ce qui est priorisé lorsque l'on a mis en place un PERO, c'est les sorties en rente parce que c'est un complément de retraite obligatoire. Voilà. Question suivante. Quels sont les critères responsables des contrats responsables? Alors, J'y vais. c'est comme tu Ok, veux. j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais. Donc le premier item, ça va être le ticket modérateur. Donc le ticket modérateur, c'est la partie restant à charge aux salariés, donc qui sera pris en charge donc par la mutuelle. Donc une fois le remboursement de l'assurance maladie fait, il y a ce reste à charge, mais là ce sera pris par la mutuelle. La deuxième chose, c'est le forfait hospitalier qui sera pris en charge et ça sans limitation de durée. Enfin, troisième chose, ça va être le 100% santé. Donc le 100% santé, c'est du zéro reste à charge au niveau de l'optique, le dentaire et l'auditif.
Donc ça, c'est aussi un des critères pour que ce soit responsable. Alors par contre, il y a interdiction de prendre en charge donc les participations forfaitaires qui vont être de 2 euros pour les consultations médicales et 1 euro pour tout ce qui est médicaments. Et avec tout ça, bah, on est bon pour ce critère de contrat responsable. Alors, donc, bah, écoutez, je suis en train de regarder si nous avons d'autres questions, Cyril. Moi, je ne vois plus d'autres questions. Je pense que du coup, nous n'avons plus d'autres questions. Je pense que, attendez, je regarde une dernière fois. Euh, oui, une dernière question, effectivement. Nous allons prendre la dernière question, ensuite nous allons rendre l'antenne parce que le temps qui nous a été imparti est terminé. Est-ce que donc je peux prendre en charge 100% de la complémentaire santé? Ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Oui, en fait, l'employeur peut prendre en charge 100% des cotisations d'une complémentaire santé. Par contre, généralement, lorsque je prends le temps de discuter avec les responsables RH ou DAF, il est quand même très judicieux de laisser une toute petite partie à la charge du salarié pour qu'il puisse prendre conscience que c'est un réel avantage d'avoir une mutuelle qui est prise en charge aussi, de façon aussi importante par l'employeur. Voilà. Donc, et ça permet aussi par la suite à l'employeur d'avoir une petite marge en cas d'éventuelle négociation ou d'évolution des tarifs. Voilà. Donc, pour avoir répondu à cette question, écoutez, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Tout à fait. Nous tenons à vous remercier, hein, Cyril. Bah, merci à vous. Bah, merci pour votre participation. Donc, on est désolé pour les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre. Sachez que toutes vos questions auront un retour qui se feront assez rapidement par mail. Bien sûr. Si en dehors de ça, vous souhaitez être contacté, n'hésitez pas à nous solliciter. On se fera un plaisir de revenir vers vous, qu'un conseiller proche de chez vous vienne vous voir, se déplace ou vous appelle pour vous renseigner, pour vous accompagner et vous conseiller. Il y en aura certainement un Bien sûr. près de chez vous, de votre structure. En tout cas, encore une fois, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à bientôt. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir.